fois par mois, des millions de femmes dans le monde vivent un moment de joie et de félicité à base de destruction de muqueuses utérines. Les menstruations constituent ainsi le quotidien de la majorité des femmes de l'espèce humaine, et ce depuis son début. Mais justement, si aujourd'hui on arrive globalement à passer cette étape difficile du mois avec plus ou moins de facilité grâce aux diverses protections hygiéniques, qu'en était-il il y a 2500 ans ou moins? Comment est-ce que les menstruations étaient perçues, gérées ou vécues dans notre histoire? Et ben c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, et croyez-moi, c'est tout un programme. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo faire un exposé un peu chiant sur toutes les protections hygiéniques qui ont jamais existé dans l'histoire, parce que déjà ce serait beaucoup trop long, il y aurait beaucoup trop de choses à couvrir, et surtout ce serait pas hyper pertinent dans notre réflexion. Mais par contre, en point de départ, ça peut être intéressant d'observer un petit peu l'évolution de la perception des menstruations en quelques périodes clés. Et pour le faire correctement, nous allons donc mettre en place 3 points d'observation qui vont nous servir un peu de base d'approche. À savoir, comment étaient perçues les règles, c'est-à-dire comment les autres, la société, les percevaient. Comment étaient gérées les règles, c'est-à-dire quelles protections étaient utilisées si on en utilisait. Et enfin, comment étaient vécues les règles, c'est-à-dire quel rapport les femmes avaient avec celles-ci. Et on commence notre remontée dans le temps avec l'Égypte ancienne. En 2000 ans avant Jésus-Christ, on reconnaît aux femmes non seulement leur égalité avec les hommes, mais surtout leur complémentarité qui s'exprime notamment dans l'acte créateur. Les règles sont perçues comme des écoulements impurs, mais naturels. Concernant les protections, les femmes plaçaient des bandes de matière textile, comme par exemple du lin, du coton ou de la ouate, à l'intérieur et aussi à l'extérieur de leur vagin. Dans l'Antiquité, les règles sont décrites comme nocives par Hippocrate. Elles tiennent cependant une place forte dans la vie de tous, véritables témoins de la sexualité des femmes, de leur capacité à enfanter, mais également de leur infériorité physiologique. Le sang est alors le symbole du passage de la parthénos à la gynée, c'est-à-dire de la vierge à la femme, et il est signe d'une fécondité attendue. Les procédés d'insertion d'un absorbant à l'intérieur du vagin étaient aussi utilisés, puisqu'on enroulait autour d'un morceau de bois des tissus comme par exemple du coton, et ensuite on le plaçait à l'intérieur du vagin. Les femmes ressentent leurs règles à cette époque comme un indicateur de vie. Attendu, espéré, guetté et regretté, le sang menstruel rythme leur quotidien. À l'approche du Moyen-Âge, les choses se gâtent un petit peu, avec une religion qui monte et qui est beaucoup plus présente et oppressante, et les mœurs liées aux menstruations, elles évoluent également. Le sang qui s'écoule des femmes est considéré comme impur. Il fait peur et on prête même aux dames indisposées des pouvoirs maléfiques. On est dans une période où la croyance veut que les règles soient en fait un moyen d'expier l'impureté des femmes. Insérer quoi que ce soit à l'intérieur de son intimité, c'était donc plus vraiment au programme, c'est considéré comme un énorme tabou et un péché. Du coup, il existe quasiment pas de protection et d'ailleurs quasiment pas de sous-vêtements. Les jupons de l'époque étaient donc les seuls absorbants utilisés et seulement pour les femmes les plus riches. Pour les paysannes, encore aucune protection n'est utilisée, on laisse simplement couler le sang sous les jupes et on se lave les jambes. Les règles sont donc plus que tabous. Elles sont liées à de très fortes notions de rejet, de saleté, d'impureté et de danger, et les femmes vivent logiquement cette période dans la honte, la gêne et la peur. Jusqu'au 19e siècle, la situation va très peu évoluer. Les femmes indisposées sont toujours considérées comme impures. On pense que leur sang renferme des poisons et toxines qui font mourir ceux qu'elles touchent. Le mépris envers les menstruations reste donc tenace, et on interdit toujours aux femmes l'accès à certains lieux par superstition. Côté protection, en revanche, on fait un petit pas en avant avec l'arrivée de la machine à filer le coton, qui permet une beaucoup plus large production de sous-vêtements, et surtout une popularisation de ceux-ci. Dans la majorité des régions, cependant, les femmes continuent de ne rien porter du tout, par peur de bloquer le sang et surtout par habitude. La perception des femmes sur ce moment du mois n'évolue cependant pas du tout. Elles le vivent toujours dans la honte et la culpabilité puisqu'on pense qu'elles sont incapables de retenir le sperme de leur mari pour enfanter, en plus d'être des filles sales et impures. Au début du XXe siècle, le sujet se démocratise quelque peu. Les travaux de Pasteur vers la fin du XIXe siècle soulignent l'importance d'une protection par hygiène. Les superstitions et autres méfiances concernant les menstruations sont toujours d'actualité, un petit peu moins prononcées, mais c'est toujours le cas. On pense notamment que les jeunes filles peuvent perdre leur virginité à cause d'un tampon.
La praticité des protections hygiéniques devient de plus en plus importante. La serviette hygiénique lavable est créée en 1920 et suivie de près par le classique tampon en coton. Cependant, ça restait quand même globalement assez chiant d'utilisation, puisque ça n'avait pas grand chose à voir avec nos serviettes actuelles. Il s'agissait d'une bande de tissu attachée à une ceinture à l'aide d'épingles. Question confort donc, on repassera. Ce n'est qu'à partir de 1950 qu'on commence à vraiment comprendre l'aspect médical et l'utilité des règles. Et même si ça reste encore globalement assez tabou, ça se libère un petit peu dans les mœurs. Question protection, on trouve à partir de 1963 les premières serviettes jetables en France. Les années 50 constituent donc un véritable tournant sur la vision des menstruations. Chez les femmes, la parole se libère sur le sujet en même temps qu'apparaissent de nombreux mouvements féministes. On demande plus d'autonomie et les protections hygiéniques suivent naturellement le mouvement. Et alors, même aujourd'hui, des résidus de l'évolution de ces stéréotypes sur les menstruations sont observables dans notre quotidien. Parce que même si le sujet est clairement beaucoup moins tabou et sensible qu'à l'époque, il reste quand même associé à des notions de saleté et de dégoût. Ça, vous pouvez l'observer par exemple avec les publicités sur le sujet, qui montrent un fluide bleu en représentation pour ne pas déranger en montrant du sang considéré comme dégoûtant. Et alors, spoiler alerte, le sang des règles n'est pas plus dégoûtant que le sang de ce petit garçon présenté dans une publicité pour pansement. Non. Ce qu'il est donc assez intéressant d'observer avec toutes ces périodes, c'est le lien très fort entre la perception des règles et la place de la femme dans l'histoire. C'est vrai qu'avec un petit peu d'observation, il est aisé de remarquer que les règles sont un assez bon indicateur concernant les droits ou la vision de la femme dans une société ou dans une époque. Aux époques ou dans les cultures patriarcales où les femmes évoluent dans un contexte de soumission à l'autorité des hommes, on peut noter un plus fort malaise vis-à-vis des règles, des moyens de protection ou du tabou qu'elles génèrent. A l'inverse, dans une société qui tend davantage vers une égalité des sexes, les menstruations semblent bien mieux accueillies et comprises. On pourrait par exemple parler des Mozos, une ethnie matriarcale du sud-ouest de la Chine. Cette tribu est donc matriarcale, c'est-à-dire que les rôles d'importance et de pouvoir sont donnés à des femmes. Et incroyable, les ethnologues ont remarqué que les règles dans cette société sont bien loin d'être tabous, même au contraire, elles sont valorisées puisque utilisées pour plein de choses de la vie quotidienne, comme par exemple le fertilisant, et ce, même par les hommes. Ce tabou des menstrues serait donc beaucoup plus lié à la place des femmes au sein d'une société, et beaucoup moins aux époques. Par exemple, vous pensez peut-être que à l'heure actuelle, ça y est, les menstruations sont globalement bien intégrées, bien respectées et gérées, ce à quoi je répondrais que non, loin de là, puisque même à notre époque moderne, certaines femmes continuent de vivre cette période dans une grande détresse. Loin de la France, dans certains pays comme l'Inde, le Népal et bien d'autres régions, cette période du mois entraîne chaque année la mort de centaines de femmes. Non pas à cause de l'hygiène ou d'un souci de santé, non, mais bien parce qu'on les force à coucher dehors pour ne pas contaminer le foyer de leur sang impur. C'est ainsi par exemple que Sarmila Bull a été retrouvée décédée à l'âge de 15 ans et demi, alors qu'elle était en pleine santé, parce qu'on l'a forcée à coucher dehors, parce qu'elle avait ses règles. Dans beaucoup de pays du monde, les femmes qui ont leurs règles sont bannies et couvertes d'interdits. Elles ne peuvent par exemple pas utiliser les sources publiques d'eau, aller à l'école ou encore toucher une personne ou des animaux. Et ça date pas du Moyen-Âge. Ça se passe en ce moment, tous les mois, et pour des milliers de femmes selon le rapport d'Amnesty International. Et si vous vous dites que ce serait complètement impensable dans notre pays, détrompez-vous. On pourrait par exemple parler du cas des femmes SDF. Comment s'acheter de quoi se protéger tous les mois lorsqu'on n'a même pas de quoi s'acheter à manger ? Parce que oui, en France, avoir ces règles, ce n'est pas gratuit. Non seulement les protections hygiéniques sont payantes pour toutes les femmes, c'est-à-dire qu'on paye littéralement un impôt sur le fait d'être né avec un utérus, mais en plus, les protections périodiques sont taxées comme des produits de luxe. C'est-à-dire que l'eau ou les préservatifs que vous achetez sont taxés eux aussi, mais ils sont taxés comme ce qu'on appelle des produits de première nécessité. Parce qu'on a tous besoin de boire. En revanche, les serviettes et tampons ne sont non seulement pas considérés comme des produits de première nécessité, mais on les considère comme des produits de luxe. C'est-à-dire qu'on paye une taxe encore plus élevée pour quelque chose qui devrait être gratuit. Notre confort occidental n'en est donc peut-être pas un. Non seulement les protections hygiéniques ne sont pas gratuites, mais en plus de ça, celles qui sont mises à notre disposition sont loin d'être idéales. Un rapport de la répression des fraudes a très récemment mis en lumière la présence de résidus de substances toxiques dans les tampons périodiques, serviettes hygiéniques et protège-slips. Et il s'agit pas de quelques marques isolées par-ci par-là, il s'agit vraiment de tout le marché puisque la majorité des références analysées par la DGCCRF sont contaminées. Et si on a mis du temps à sortir ces infos, c'est notamment parce que les fabricants n'ont pas d'obligation légale à afficher la composition de leurs produits, grâce au lobbying européen. On pourrait penser qu'il est obligatoire d'indiquer quel genre de produits blanchissants toxiques sont utilisés dans la fabrication d'un objet aussi intime qu'un tampon, mais ce n'est pas le cas.
Et ce n'est pas parce que les taux sont faibles que l'on peut garantir le risque zéro. En l'absence d'une étude sur le passage de chaque substance à partir du vagin, on ne peut rien conclure. D'autant que le vagin a une perméabilité très sélective en fonction des substances, ce qui a d'ailleurs été très bien étudié pour les médicaments. Les menstruations n'ont pas fini d'être le terrain de nombreuses injustices et inégalités, comme nous l'ont montré l'histoire, mais aussi le présent. Je crois savoir que vous êtes pas mal de femmes à regarder l'émission, enfin pas mal. Vous êtes 30%, ce que je trouve relativement peu. Donc si jamais vous êtes une fille en train de regarder cet épisode, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Donc pour toutes celles qui apprennent peut-être quelque chose avec cet épisode, et même pour vous les mecs, parce que vous êtes curieux et c'est toujours intéressant de se renseigner sur des sujets assez divers, sachez qu'il existe quand même pas mal d'alternatives aux serviettes et tampons proposés dans le commerce. Comme par exemple des serviettes lavables, donc en tissu, avec une technologie absorbante, mais qui ne contient pas de produits chimiques. À titre perso, j'utilise moi celle de la marque Dans ma culotte, qui ressemble à ça. Alors c'est pas du tout un placement de produit où j'ai pas été financée pour vous parler de cette marque, hein. C'est juste que j'ai essayé pas mal de marques, on va dire, dans ce domaine-là, notamment les culottes de la marque She Thinks. Et c'est vraiment celle que je préfère. L'avantage des alternatives comme celle-ci, c'est qu'en plus d'avoir un produit qui n'est pas suspecté de contenir des produits toxiques, vous réduisez aussi colossalement votre empreinte écologique. Parce qu'il faut pas oublier que les serviettes jetables et tampons polluent énormément. Voilà, c'était la petite parenthèse méthode alternative pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres techniques, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Faut savoir que je lis absolument tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message. Également, étant donné que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi, et ben du coup, je vais en profiter pour faire un petit point concernant les projets en cours et ceux qui arrivent là très bientôt. Premièrement, il va y avoir très bientôt un tuto antique sur les momies qui va arriver là très bientôt. Il a été un petit peu plus long à faire et un peu plus compliqué puisqu'il est complètement différent des autres. On a vraiment essayé de level up en termes de production et de réal aussi. Et il est également un petit peu plus chiant à faire parce que il va être complètement autoproduit par les dons que j'ai sur Tipeee, donc j'attends d'avoir assez de financement. Également, vous pouvez vous attendre à avoir pas mal de vidéos dans les 2 mois qui viennent, puisque tout simplement j'arrive à la fin de la production de pas mal de projets qui sont hyper cool, et donc ça va sortir là un petit peu tout en même temps. Et pour la rentrée, on a prévu de partir à l'étranger pour la réalisation de mon premier documentaire. Voilà, donc je suis plutôt ravie, je pense qu'on peut le dire. Donc si vous avez envie de me soutenir dans des projets un petit peu comme ça, engagés, etc., je pense que ça devrait plutôt vous plaire, puisque le sujet est super important à mon sens, et en tout cas me plaît énormément. Et donc si vous avez envie de m'aider un petit peu dans mes projets actuels et ceux à venir, je vous invite à aller tout simplement jeter un œil à ma page Tipeee. Ça vous permettra de me faire un don, pas forcément des grosses sommes, mais ça aidera toujours l'émission à construire ses projets et à avancer dans tout ce qu'on a prévu de faire. Dans les autres news, j'ai reçu une enveloppe il y a quelques jours de la part de Google Art and Culture, qui me lançait un défi en quelque sorte, puisqu'ils m'ont demandé, à l'occasion de l'année européenne de l'héritage, de réaliser, d'enregistrer et de filmer des sons qui pour moi représentent mon pays ou son patrimoine. Ouais, mais là ça fait un peu... Alors dites-moi la rivière, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est vraiment la seule... Tu vois comme il est orange? Ouais, mais putain, là c'est con, on l'a pas vu. T'en as pour 7 secondes à travers. Ouais. Vraiment, tu vas me shooter ça à... Ça va embêter, mais à 5-10 cm. Ok, quelque chose de très proche. Esthétiquement, ce sera plus joli. Oui, je suis juste en train de me demander si je l'ai au frais. Ah. Voilà. Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, je suis assez curieuse. Je pense que ça va être assez chouette, donc on verra. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez m'y rejoindre, n'hésitez surtout pas. J'ai Instagram et Twitter sur lesquels je suis assez présente, donc voilà. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.